Un beau bonjour des Alpes françaises. Je suis à la European Snow Pride. Voilà, c'est la fierté ici dans les Alpes. C'est ma 4e journée de ski. Je vous amène avec moi. Première descente du jour. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Robert qui est après gosser sur ses bottes. Prêt pour le ski, Robert? Yes, hein? Là, on est prêt. Ah oui, go, go, go! Bon, le plus dur avec le ski dans les Alpes, c'est de ne pas arrêter partout pour regarder la vue. C'est incroyable! Ah ben, regardez ça, qui est là! Andrew Gray, mesdames et messieurs! Peux-tu encore t'appeler Andrew Gray ou c'est... Ah, c'est Andrew Gray, mesdames et messieurs! Andrew Gray sur des skis! Bon, est-ce que tu peux prononcer comme faut le nom de l'événement? Je l'ai raté complètement. Welcome to the European Snow Pride 2024! C'était pas vraiment plus clair. Je suis pas capable de le dire. Je dis European Snow Pride. Dirigeons vers le sommet panoramique où il y a un glacier. J'avais jamais vu ça avant dans un centre de ski. Un genre de station de métro. Un funiculaire, imaginez plutôt. Hey, on m'a laissé pénétrer dans la cabine. Ah, c'est moi qui chauffe? Voyons donc, il me dit assis-toi. Hey, boy! C'est la cause du truc. Wow, vraiment, je vis le rêve. On est à 3000 mètres d'altitude. Le monsieur m'a laissé s'asseoir dans le siège du funiculaire. Je me suis pris un hamburger au fromage à raclette avec des frites. La vie est belle. Regardez-moi ce burger. Viens voir mon oncle. Bienvenue dans ce petit room tour. Nous sommes de retour à la chambre. Allô, Andrew Gray! Il y a tellement de stock, ça a l'air encore pire en vidéo. Il y a du stock partout. On dirait que nos valises ont explosé. Nous avons cette vue sur le village. Et là, je veux prendre un moment pour remercier la science pharmacologique mexicaine. J'ai amené ça qui me sauve la vie. Ce sont des petits relaxants musculaires et pour les douleurs arthrétique. Merci le Mexique. Est-ce que ça se pourrait qu'on a pris des couleurs, Andrew Gray? Je ressemble à un lézard. Ma peau, elle s'en va toute seule. Bon, alors là, on s'en va à l'après-ski. Et ça serait pas une semaine de fierté s'il n'y avait pas des petits gays. Ouh! Le vlog continue! Je suis Pompetta et j'étais à l'après-ski. Et là, on s'en... Hey, Seigneur, et là, on est perdu. Il y a des gens qui nous suivent un peu bizarre. On marche sur un lac gelé. Hey, là, on voit plus rien partout. Et là, on s'en va à la pool party. Ce que les gens ici appellent la poule. Mais comme on voulait pas se mélanger avec les pauvres, du coup, on y allait à pied. Oh, mais j'adore les pauvres. I'm with you. I'm one of you. Voici tout ce que j'ai trouvé chez Maxi pour un week-end au chalet entre amis en respectant mon budget. C'est notre tradition du printemps et pouvez-vous croire que cette année, on m'a mis en charge de préparer un repas pour toute la gang? Moi qui est de loin meilleur pour manger que pour cuisiner. Mais avec le retour du beau temps, aucune autre option que de faire un barbecue. Mais c'est pas cassé de basic, je suis allé chez Maxi pour trouver tout ce que ça prend pour cuisiner, des idées faciles à préparer avec des aliments simples et frais. Pour l'entrée, un plateau de style planchette de charcuterie avec des fromages du Québec à bon prix, du prosciutto, des raisins verts et quelques noix. J'ai même trouvé du finocchio. Je sais même pas c'est quoi. Ensuite, des grillades pour tout le monde, brochettes au bœuf et au poulet mariné et de la bavette de bœuf pour faire chic. En accompagnement, une salade grecque avec des légumes frais du Québec. Regardez-moi ça, ces belles tomates et ces poivrons. C'est pas le rêve. J'ai même opté pour ma vinaigrette maison avec ma recette secrète. Bon appétit! C'est quoi votre menu barbecue préféré? Horreur ou splendeur? Je suis incapable de décider si je trouve que cet objet est magnifique ou horrible. Il s'agit d'une peinture à l'huile de mon idole Céline Dion, trésor national québécois. C'est une œuvre de l'artiste Albert Delorimier et la personne qui vend cet objet de collection, Fabienne, nous indique qu'il s'agit d'un peintre reconnu. Preuve à l'appui, elle nous montre un livre dans lequel on peut voir qu'il a dessiné une madame d'un fauteuil roulant avec un petit escalier en tapis de gazon. C'est pas elle qui l'invente, ça vient du Guide de Vallée, édition 3. La toile vient dans un cadre avec une belle dorure et semble avoir quand même un certain souci du détail. Combien ça coûte? 4 500 $! Faites une offre!
J'y pense. Voici l'appartement où j'habite depuis mon retour à Montréal. L'immeuble s'appelle le Melem Ville-Marie. C'est dans le quartier Centre-Sud. C'est entre le village et la promenade Ontario, juste à 2 pas du métro Frontenac. Mon appartement compte 2 chambres, une cuisine de style air ouverte avec le salon et la salle à manger. La salle de bain a une douche et un bain séparé. Perso, j'adore. J'ai eu des condos avant, puis je trouve que les finitions sont vraiment belles. C'est supérieur à ce qu'on trouve ailleurs dans la plupart des projets locatifs. J'ai aussi à même mon appartement une buanderie et tous les électros sont inclus avec mon loyer. Ça sauve pas mal de troubles quand vient le temps de déménager. Puis si ça brise, ben, c'est pas mon problème! Le Melem Ville-Marie propose aussi plusieurs espaces communs. Au rez-de-chaussée, il y a un local pour faire du télétravail. Il y a une salle de conférence et des bureaux fermés qu'on peut réserver avec une application. Je peux voir comment c'est très utile pour ceux qui vivent en colocation puis que les deux sont en télétravail, de quoi s'éviter bien des chicanes. Il y a aussi un gym et je pense que je n'ai pas besoin de dire que moi je suis toujours rendu là. À l'étage, il y a un foyer pour organiser des soirées entre amis ou juste pour aller chiller. C'est aussi là qu'on a un feeling de communauté entre les voisins. Tous les jeudis, il y a un 5 à 7. Il y a aussi un club de lecture qui s'est formé. Le foyer donne accès au rooftop qu'on appelle la promenade agricole parce qu'ils ont installé des potagers. On peut même en réserver un pour faire son propre jardinage pendant l'été. Il y a même un bac avec des fines herbes accessibles pour tous les résidents de l'immeuble. Fait qu'on n'a pas besoin de faire nos propres fines herbes et souvent ce qui arrive, on va couper 2-3 feuilles de basilic et on gaspille le reste. Là, il y en a pour tout le monde. J'ai déjà réservé le foyer pour célébrer mon anniversaire. C'était vraiment le fun de voir ma gang ici. Il reste des unités disponibles et il y a aussi d'autres projets Melem en construction au Québec. Il y a le projet Grace Dart sur la rue Sherbrooke-Est et le manoir des Trembles à Gatineau. Les loyers incluent l'Internet et l'électricité. On peut voir tout ça sur melem.ca. Mais quelle maison horrible, diront certains, mais personnellement, j'adore cette maison. Je surveille tous les jours ce qui se passe en immobilier et là, je suis tombé sur cette maison qui a été repeinte avec des couleurs complètement farfelues, mais j'adore! C'est tellement plus beau que ce que c'était avant. Je suis allé voir sur Street View, la maison était peinte en vert et les voisins sont comme sur des couleurs super ternes et on n'arrête pas de dire que le village manque de couleurs. Et là, on a cette magnifique maison complètement colorée qui va briller 365 jours par année. Honnêtement, j'adore. Faites toutes les maisons du village de cette couleur-là. Qu'est-ce que tu aurais pu acheter avec ton plus gros contrat à vie? Plus gros dé la vie, un petit hélicoptère. Un petit hélicoptère? OK, je vous garantis que c'est pas ce que j'aurais pu me payer avec mon plus gros cachet à vie, mais je suis quand même pas à plaindre. Mon plus gros cachet à vie, c'était même pas une campagne d'influenceurs, c'était pendant l'émission Big Brother Célébrité. Peut-être que vous vous en rappelez, mais je participais à une publicité pour la Chevrolet Spark LS. Le tournage a duré 4 heures. On m'a fourni le texte, le maquillage, les vêtements, tout. Et avec mon cachet pour annoncer la Chevrolet Spark LS, j'aurais pu m'acheter une Chevrolet Spark LS. Je suis disponible si vous voulez d'autres pubs, hein? Anytime. Voici un de mes trucs les plus extrêmes pour sauver de l'argent et vous allez probablement me traiter de cheap à cause de ça. Dans un récent TikTok, j'avais dit que depuis 2014, j'ai coupé le câble chez moi, ce qui m'avait sauvé plus de 8500 $ au fil du temps. Et là, dans la dernière année, j'ai eu à revisiter mon budget au complet et j'ai coupé à peu près tout ce qui se coupe. Et j'ai coupé une chose que vous pourriez vous aussi couper pour sauver beaucoup d'argent et c'est ma ligne téléphonique. Là, partez pas en peur. J'ai encore un téléphone cellulaire, évidemment. Je suis influenceur, je n'ai pas le choix. Mais on peut plus m'appeler. J'ai simplement gardé un forfait de 20 gigas de data. Et c'est tout. En plus, les données non utilisées sont transposées d'un mois à l'autre. Et ça me coûte seulement 14 $ par mois. J'utilise une application qui s'appelle Fungo pour recevoir des appels. Il y a l'afficheur, il y a la boîte vocale et c'est complètement gratuit. Ça fonctionne partout autour du monde. Et j'ai mon forfait cellulaire avec une entreprise canadienne pour avoir seulement des données et ça me sauve des dizaines et des dizaines de dollars à chaque mois. Évidemment, j'ai pas un iPhone, donc j'ai acheté un téléphone Android, Google Pixel Pro pour le nommer, qui était en spécial l'année dernière. Donc, j'ai seulement ma mensualité de 14 $ par mois à payer et c'est tout! Seriez-vous prêt à aller jusque-là?
J'adore parler d'argent sur Internet et là, le Journal de Montréal a fait un dossier sur le mouvement FIRE et je me suis dit quel bon sujet pour faire un épisode de ma série On n'a rien demandé où je donne mes opinions non sollicitées à propos de tout et de rien. Peut-être que vous connaissez le mouvement FIRE. Dans le fond, c'est très simple. L'idée, c'est des gens qui ont adopté comme attitude l'idée d'économiser sur tout ce qu'ils peuvent, vivre avec le strict minimum pour pouvoir mettre tellement d'argent de côté qu'ils vont pouvoir prendre leur retraite avant l'âge de 40 ans. L'idée de base, c'est que s'ils réussissent à accumuler 25 fois ce que ça leur coûte pour vivre une année, bien, ils ont assez d'argent de côté pour se permettre de prendre leur retraite. Et là... ça divise tout le monde. Il y a des gens qui trouvent que c'est ridicule, il y a des gens qui trouvent quelle bonne idée. Et j'avais envie de partager avec vous ce que moi, je pense de ça. Je trouve que c'est une excellente idée. Moi, je suis dans ce mouvement-là, mais de façon très modérée, dans le sens où j'ai 38 ans, je n'ai aucune dette, j'ai quelques dizaines de milliers de dollars d'investis. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté quand j'avais 22 ans, dès que j'ai terminé mes études, dans le fond. Et j'ai jamais arrêté. Et là, plus que jamais, depuis le début de l'année 2024, j'ai vraiment coupé tout ce que je peux couper et je mets de l'argent de côté, mais je suis quand même pas devenu complètement fou. Je vais encore au restaurant, pleure pas quand j'achète quelque chose qui est pas en solde, je voyage, je me permets pas de tout couper à 100%, mais quand même, je suis extrêmement précis et rigoureux dans mes finances personnelles et l'idée pour moi du mouvement FIRE, c'est vraiment pas de prendre ma retraite à mes 40 ans. Ce serait dans 2 ans. De un, j'ai pas accumulé 25 fois ce que ça me coûte parce que I'm an expensive bitch, mais j'ai pas le goût. J'ai pas le goût de prendre ma retraite à 40 ans. J'ai trop de plaisir à faire ce que je fais. Mais j'ai quand même envie de pouvoir arriver rapidement à un moment où j'ai le choix de travailler ou pas. Et je pense que dans le genre de travail que je fais, je vais jamais arrêter à 100%. Mais j'aimerais ça avoir le luxe de me dire, cette année, je prends pour un petit 25 000 $ de contrat et je vis sur mes économies et il n'y a pas de stress. Je fais juste ce qui me tente. Et je suis tout le temps partagé entre deux idées. Est-ce que c'est mieux de vivre à 100% dans nos meilleures années et peut-être mourir pauvre, être vieux avec pas une scène, ou est-ce que c'est mieux de se priver quand on est jeune, mais de vivre une vieillesse pleine de richesse? Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de ça, mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Voici comment j'ai fait pour aller voir le spectacle Starmania pour beaucoup moins cher. Starmania est en ville, la tournée a connu un grand succès en France, c'est une nouvelle mouture qu'on présente maintenant et c'est en ce moment à la place Belle, à Laval, et moi je voulais pas manquer ça, les critiques étaient tellement positives, on parlait d'un spectacle grandiose, un truc à ne pas manquer, donc j'ai voulu m'acheter un billet. Et là, j'ai fait le saut quand je suis allé sur le site de Ticketmaster. J'ai découvert que pour une place au parterre, ça coûtait 218 $. Et là, je me suis dit, moi aussi, je voudrais vivre comme un millionnaire pour me payer une place au parterre, mais je suis influenceur, fait que m'a laissé faire. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je vous explique comment on fait pour aller voir Starmania pour pas cher. Premièrement, j'ai économisé quand même pas mal d'argent en prenant le métro. Ça semble évident, mais il y a un truc pour payer moins cher quand on se rend à Laval. On peut prendre le billet soirée illimitée zone A, B et ça coûte 6,25 $ au lieu de devoir acheter des billets à l'unité. Il y a une petite économie à faire là, mais surtout, ça revient quand même moins cher qu'un billet... Oups, j'ai accroché le trépied. Ça revient beaucoup moins cher qu'un billet de stationnement qui était 20 $. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'attendre à la dernière minute pour acheter mon billet parce que le site de Ticketmaster a de la tarification dynamique, un peu comme des billets d'avion, et des fois les prix montent, des fois les prix descendent. Et quand j'ai regardé pour un billet pour la représentation de mercredi soir, un billet tout seul au parterre, hyper bien placé, c'était pas 218 $, c'était rendu 150 $. Mais je suis toujours là pour les économies. J'ai fait une recherche dans Facebook. J'ai tout simplement écrit Starmania rabais et il y a cette publication qui est sortie. Il y avait comme un rabais de groupe qui donnait un 20% supplémentaire. Donc, j'ai payé 100 $ pour ma place au parterre avec les taxes et les frais de service. Ça donnait un total de 122 $, quand même moins cher que le 218 de départ. Ça valait tellement la peine. Un mot sur le spectacle, on pouvait pas filmer pendant la représentation. Alors moi, j'ai rangé mon sel, donc j'ai pas d'image à vous montrer, mais c'était aussi grandiose qu'on nous promettait. Les interprètes exceptionnels. J'avais jamais vu les autres moutures de Starmania parce que je suis vraiment trop jeune.
Donc, j'étais comme vierge par rapport à ça. Donc, je peux pas comparer. Pour moi, c'est la seule version de Starmania que j'ai vue. Et vraiment, là, c'est à la hauteur de toutes les attentes. Un dispositif scénique que j'ai jamais vu. Les interprètes de haut niveau, vraiment, là, ça valait amplement les 122 $ que ça m'a coûté. Irez-vous voir Starmania? Qu'est-ce qu'on retrouve dans mon kit média? Si vous savez pas c'est quoi un kit média, dans le fond, c'est un document de présentation que les influenceurs, on a presque tout le monde pour se présenter aux marques et des fois se faire découvrir par des partenaires qui nous connaissent moins. Même si ça fait 15 ans que je suis influenceur, à toutes les rentrées, je fais toujours une mise à jour de mon kit média. C'est toujours très étrange parce que c'est un document dans lequel je me présente quasiment comme une marchandise et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de partager avec vous ce qu'il y a dans mon kit média. Donc, l'idée du kit média, faut pas que ce soit long. C'est de se présenter, c'est de présenter surtout son auditoire et vraiment de l'utiliser comme une façon de se positionner par rapport aux autres influenceurs qu'il y a là. Je vais vous lire la version en anglais. J'ai aussi une version en français, mais je trouve ça plus drôle. Je trouve que c'est encore plus détaché, très désincarné. C'est vraiment comme si je parlais d'un item à vendre sur Amazon. Et non, il s'agit de moi, PL Cloutier, cette vieille chose du web. Donc, je commence par écrire mon nom. Ensuite, j'écris la saison pour qu'on sache bien que j'envoie pas un vieux document, que c'est quelque chose d'à jour. Et là, ce que j'essayais de mettre de l'avant dans mon premier paragraphe, c'est que par rapport à la panoplie d'influenceurs qui existent, j'essaie de mettre de l'avant ce qui me distingue. Et je pense qu'une des choses qu'on pourra pas m'enlever, c'est quand même mes 15 années de métier. Ça fait 15 ans que je suis encore là, encore très sollicité par des marques importantes. Donc, je mets de l'avant tout de suite, dès le départ, 15 ans de création de contenu sur Internet. Je présente tout de suite directement mon auditoire principal. C'est les personnes qui font partie des communautés LGBTQ+, et principalement des femmes. Ça a toujours été le cas. Un petit peu moins vrai qu'avant, mais il y a toujours eu beaucoup plus de filles. Même qu'à un moment, je disais, je suis suivi par 80% de femmes et par 20% de gays. Ensuite, j'utilise le premier paragraphe pour mentionner les thématiques que je désire aborder dans les prochains mois. C'est des finances personnelles, le voyage et bien évidemment, il y a toujours, j'espère, une touche d'humour. Deuxième page, j'ai un tout petit paragraphe d'introduction où je dis que je suis là depuis 2009, pouvez-vous croire? Puis ensuite, je parle de mon ton qui a changé avec le temps. Au départ, j'essayais de me voir un peu comme un ami sur Internet, mais là, plus je vieillis, je trouve que mon casting, c'est un peu plus comme Guy Next Door, ce gars ordinaire, ce bon voisin qu'on a. Fait que j'ai vraiment mis le mot en caractère gras. Good neighbor we all wish we had. Ensuite, j'ai mis un petit onglet où j'essaie de mettre de l'avant les valeurs qui guident ma chaîne depuis ses tout débuts, ce qui guide mes plateformes. J'ai marqué toujours honnête, jamais plate. Ensuite, je parle de mes abonnés. Donc, Instagram, mon nombre d'abonnés, 60% de femmes, majorité de personnes entre 25 et 44 ans. Puis ça, je trouve ça important de le mettre de l'avant parce qu'il y a encore la perception que les influenceurs, nos abonnés, sont super jeunes. Dans mon cas, c'est pas le cas. 18-24, c'est une personne sur 5. Facebook, un petit peu similaire, en fait. Toujours autant de femmes, en fait même plus. Je pense que c'est surtout le public de la télévision qui me suit sur Facebook. Hein? Un petit peu plus jeune sur Facebook, surprise. La deuxième tranche d'âge, la plus nombreuse sur mon TikTok, c'est les 45 à 54 ans. Et ça, honnêtement, ça me surprend. Ensuite, il y a comme un petit onglet Highlights où je parle de mes bons coups. Donc, je parle de ma première campagne d'influenceur qui était avec Vacanciers Transat en 2011. Vieille de même, l'influenceuse. Et je parle évidemment de Big Brother Célébrité parce que je pense que le grand public m'a quand même découvert là. Ensuite, j'ai une toute petite phrase qui dit que mon auditoire est à 91% au Canada. Et ça, c'est une donnée super importante parce que souvent, les marques vont vouloir obtenir le reach le plus gros possible dans le marché où ils sont. Moi, je suis très fier. J'ai un auditoire extrêmement précis, extrêmement ciblé chez nous. Et là, à la toute fin, en bas, je dis que j'ai déjà été nommé l'influenceur préféré des Québécois par un sondage léger. Time to brag. Et j'en profite encore pour mentionner les thématiques. Saviez-vous qu'on avait un document comme ça? Le premier condo que j'ai acheté est aujourd'hui à vendre et je pourrais pas le racheter. J'ai fait le saut ce matin en regardant les propriétés à vendre et je suis tombé sur le premier appartement que j'avais acheté en 2014. C'est sur la rue Sicard dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, un quartier où j'ai comme un peu envie de retourner. Puis j'avais décidé de vendre mon condo 5 ans après l'avoir acheté parce que j'avais envie d'un mode de vie plus centre-ville, plus urbain
Et là, j'ai finalement rattrapé l'âge pour aller m'installer dans un quartier un petit peu plus banlieue. Et là, je me suis dit, ben, est-ce que j'ai envie de racheter mon condo? Je l'adorais. C'était près de 900 pieds carrés, près d'une station de métro, un espace de stationnement. Il y a 2 vraies grandes chambres, un bureau, un locker. J'avais installé une borne pour ma voiture électrique. Honnêtement, là, si c'est ce que vous cherchez, je vous conseille d'aller le visiter. Et là, je me suis dit, ben, ça a beau sembler étrange, mais peut-être que je devrais tout simplement racheter mon ancienne propriété. Et là, j'ai fait le saut quand j'ai vu le prix demandé. Je ne pourrais pas me l'offrir. On demande 470 000 $ et probablement que ça va finir en haut de ça parce qu'il y aura très certainement une surenchère sur cette propriété-là. Et j'ai décidé de faire le calcul pour voir si je peux encore me l'offrir. J'ai entré le prix de 480 000 pour faire le test et avec une mise de fonds de 20 %, ça me donne un paiement mensuel en utilisant le taux variable. Ça me donne un paiement mensuel de 2 355 $ par mois. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a également des frais. Quand on est propriétaire, il y a 246 $ par mois de taxes et des frais de condo quand même assez bas, 159 $, ce qui donne un total de 2 760 $ pour ce condo que j'avais payé une bouchée de pain en 2014. Qu'est-ce qui est arrivé? On peut plus rien racheter. Voici 3 catégories d'investissement que je considère trop risquées pour personnellement m'embarquer là-dedans et je pense que vous allez être surpris de la dernière catégorie. C'est complètement basé sur mes opinions personnelles. Alors, si vous voulez commencer à investir, je vous suggère de vous informer auprès d'un conseiller ou auprès de votre banque. La première catégorie où moi, vraiment, je touche pas à ça ou très peu, c'est la crypto-monnaie. Les crypto, ça rime avec casino. Pour moi, c'est vraiment un pari, un coup de dé. Il y en a qui sont chanceux, il y en a qui sont pas chanceux. On sait pas où ça s'en va. Moi, personnellement, j'ai pas assez d'argent à perdre pour me permettre d'aller là-dedans. Je serais très mal à l'aise de mettre plus qu'1% ou 2% de mon portfolio là-dedans. Le deuxième investissement que je trouve trop risqué, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise qui fait son entrée en bourse, il y a toujours une folie. Tout le monde veut investir là-dedans. Et personnellement, je me suis fait un peu, pas avoir, je suis allé volontairement, mais ça a été de très mauvais coups. J'ai investi à l'entrée en bourse de Guru, Taiga, Canopy Growth, Lion Electric, toutes ces compagnies-là, et ça s'est avéré de très mauvais placements. Et si on regarde à retardement, la majorité de ces actions-là ont vraiment piqué du nez et valent beaucoup moins cher en ce moment. Donc, la prochaine fois qu'il y a une compagnie qui entre en bourse, je vais faire preuve de patience. Et finalement, la dernière catégorie d'investissement que je considère vraiment risquée de nos jours, c'est d'investir dans un duplex. Je sais que ça, c'est controversé parce que il y a toutes sortes de gens qui vont faire les calculs de toutes sortes de façons. Mais personnellement, je trouve que la marge est tellement mince sur un plex que ça prend pas grand-chose si on embarque dans le marché aujourd'hui pour se faire gruger tout notre potentiel de rendement là-dessus. En plus, on peut pas faire grand-chose nous-mêmes, même si on est très manuel, parce qu'au Québec, c'est très réglementé. Il y a beaucoup de métiers qu'on doit engager pour faire des travaux qui ont besoin d'avoir des permis, tout ça. Fait que je dirais que ça prend un locataire à problème ou un imprévu, style un dégât d'eau, n'importe quoi du genre pour vraiment venir nous gruger 100% de nos profits qu'on peut faire avec un plex. La seule exception que je ferais, c'est si c'est un plex, un duplex peut-être, où j'irais occuper un des 2 appartements. On dirait que là, je verrais comme je répartis le risque, je sais pas. C'est peut-être la seule façon où j'investirais dans un plex. Si je veux investir en immobilier, je pense que je préférais investir à la bourse, dans des FNB qui sont concentrés en immobilier. On dirait que ça répartirait le risque, puis je trouverais ça moins dangereux. Vous en pensez quoi?